démarrage pour cette semaine de votre matinale de bonheur, votre matinale survitaminée. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous savez, les vendredis, ce sont les grandes joies, ce sont les grandes retrouvailles, les grands au revoir aussi, mais juste pour un petit temps. Mais pour l'heure, on a encore 94 minutes à passer ensemble, vous et nous, et Marco aussi. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce dernier rendez-vous, elle a dit, pour cette semaine. On espère que vous choisissez et vous allez toujours choisir RT1 pour lever du bon pied ce matin. Aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2019. Oui, ça passe vite. Ah oui. C'est officiel. L'année 2019 a décidé de faire accélérer le mois de janvier. Et je vois dans ce studio des sourires parce que quand on dit 11, la semaine prochaine déjà, on sera quoi 15, c'est 14 14 lundi, comme 14. ça, donc tout le monde est content, quoi. On a l'impression qu'on a mis un accélérateur dans le mois de janvier. Soro, félicité Sine Diawa, malgré la douleur, est avec nous. C'est une brave dame à qui nous aimerions rendre hommage ce matin à la réalisation de cette émission avec toutes les personnes qui l'accompagnent dans son avis de réalisatrice là-haut. Allez, tout de suite, qu'est-ce qu'on a au menu, Alix? Aujourd'hui, vous savez maintenant, pour le programme du vendredi, mais on vous le dit quand même, on parlera de culture avec un écrivain émérite, Ali Diaby. Il se penchera sur la problématique épineuse du terrorisme en Afrique, notamment Boko Haram. C'est l'intitulé de son ouvrage « Voyage au bout du Nigeria ». On décortiquera toutes ces lignes avec lui. Absolument, un livre très intéressant qui nous montre les méandres du terrorisme et tous ses effets néfastes sur la société, tant au Nigeria que toute la zone africaine. À côté de cela, on aura un medley un pot pourri de tout ce qui est Star au petit-déj, ces moments délicieux, précieux que nous avons vécu ensemble en 2018 grâce à vraiment à la sagacité de toute l'équipe de production. Eh oui, et aujourd'hui, on a parlé de Star au petit-déj. On aura aussi d'autres invités. Info sécurité, il faut toujours en remettre une couche. Monsieur Jean-François Adja, expert consultant en sécurité, nous parlera des lieux d'habitation et de la sécurité qui doit y régner. Comment remoderniser la cuisine africaine? Comment la rendre plus glamour? Encore que, c'est pas parce que c'est une... J'aime pas le thème cuisine africaine, parce que la cuisine est universelle, c'est comme la caméra, la vision, là, c'est dans tous les pays, c'est une même caméra, voilà, mais bon, il va nous expliquer un peu pourquoi, le Joël Boui, il va nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il entend par comment remoderniser la cuisine africaine. Est-ce que la cuisine africaine est ringarde? Est-ce qu'on doit en avoir honte? Et pourtant, c'est cette cuisine-là qui fait que nous sommes aujourd'hui en forme, en bonne santé devant vous, parce qu'on a été bercé, par le nourri. foutou igname. Oui, le foutou igname de chez moi en pays. Et la kassa aussi, et la belo du Bénin, du Togo, tout ça, c'est ça qui fait le charme de notre cuisine, n'est-ce pas? C'est quoi votre plat africain préféré? Oh, moi j'aime bien la sauce guaguassou. Même dans guaguassou, même elle a un ton glamour. Oh, Alix, c'est magnifique. Répétez encore pour moi. Guaguassou. 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 On n'est rien. OK, à côté de ça... À côté de ça, on aura l'invité Actu. Et puis aussi, on aura des no comments, beaucoup de choses comme ça qui vont rythmer. Sinon, aujourd'hui, nous célébrons les Paulins. Nous célébrons Paulin, Honorata, Hortensa, Palomon, Palomon, Pauline, Paulinien, Salva, Salvé, Salviane, Salvien et Théodose. Voilà, ce sont les prénommés pour ce jour. D'accord. Pendant qu'on va régler le micro de notre Mr. Friday, Monsieur Abdoulaye Koné qui est avec nous, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous célébrons des anniversaires. Une grande dame de la sphère R&B, Rhythm and Blues, Mary J. Blige. Entendez par là, Mary Jane Blige. Pendant ce temps, Gaoussou pouvait crier, parler, faire... à tue-tête, c'est pas grave. Hein. Alors, Mary J. Blige, auteur, compositeur et productrice qu'on aperçoit maintenant, c'est une grande dame. Moi, j'adore ses coupes. Ah oui. Elle est fidèle à sa couleur. Elle ne change pas de couleur, mais elle change toujours des coupes et c'est magnifique. Par contre, là où elle change, c'est au niveau de l'inspiration où elle est toujours très... Prolifique. Oui, prolifique, c'est ça. Paul Amar, journaliste, c'est lui qu'on voit maintenant. Ah oui. Grand journaliste, grand débatteur. Exactement. Grand débatteur qu'on aime voir sur les chaînes internationales qu'on ne va pas citer parce que la priorité à RTI1. Avec des sujets très pointueux. Et c'est pas tout pour ses anniversaires aujourd'hui. C'est le Lassine Fofana français. Ben voilà, comme ça. Chacun a sa version. En tout cas. Et nous encore, un 11 janvier 1930, naquit Roy Taylor. Il est acteur américain. Rod Taylor. Oui, de beaux yeux bleus.
Beaux yeux bleus, comme les miens. La preuve, regardez, mes yeux bleus. Allez, c'est bleu forcé, c'est bleu. En tout cas, c'est un bleu forcé. C'est un bleu forcé, ouais, un bleu forcé. Pierre Mendès France, homme politique français, éminent homme politique français, 11 janvier 1907, qui est parti, vous le savez, rappelé à Dieu en octobre 1982. Et puis le 11 janvier 1906, Albert Hoffman, chimiste suisse, inventeur du LSD, et oui, qui est parti le 29 avril 2008. Citation, Alix, avant d'aller au journal. Citation du jour, elle nous vient de Martin Luther King, homme politique, pasteur religieux. Malheureusement, il nous a quittés il y a bien longtemps, mais ses écrits encore restent. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Absolument. Voilà. Ça, c'est un clin d'œil à tout ce qui se passe dans nos pays en Afrique, hein, concernant la politique et tout ce qu'il y a. Il faut apprendre à vivre ensemble. Le pays est plus important que les hommes. L'information également est très importante dans Matin Bonheur. C'est la raison pour laquelle Mr. Friday est avec nous. Abdoulaye Koné, bonjour. C'est parti. Premier flash à Matin Bonheur. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash dans Matin Bonheur. Le président ivoirien s'est rendu jeudi à Ouagadougou, au Burkina Faso, Alassane Ouattara, et a pris part à la cérémonie commémorant le 25e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il faut souligner que le chef de l'État ivoirien est l'actuel président en exercice de cette organisation sous-régionale ouest-africaine dont l'objectif est de favoriser l'intégration sociale et économique de 8 pays membres. Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a son siège à Ouagadougou. C'est ce qui explique le choix de la capitale burkinabé pour cette commémoration de son 25e anniversaire. Pour rappel, c'est le 10 janvier 1994 qu'a été signé l'acte de création de cet espace communautaire. 25 ans après, ce 10 janvier 2019 à Ouagadougou, la cérémonie anniversaire a été marquée par la présence de 2 chefs d'État. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et celle du chef de l'État du pays hôte, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Présent également le Premier ministre bissau-guinéen, les présidents des organes et institutions de l'UEMOA. 25 ans, soit un quart de siècle après sa création. Quel bilan pour l'UEMOA? D'importants chantiers ont été mis en œuvre depuis 1995. Depuis, l'UEMOA a réalisé des avancées majeures qui la font considérer aujourd'hui comme un modèle d'intégration économique réussi en Afrique. Un des défis majeurs à relever réside dans la question de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire pour réellement favoriser l'émergence d'un commerce intracommunautaire qui peine à décoller. Le privilège est revenu au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA de boucler le cycle des interventions. Le chef de l'État ivoirien a dit sa détermination à voir aboutir ce grand rêve d'intégration sous-régionale. Cette cérémonie m'offre l'agréable opportunité de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs et de féliciter les femmes et les hommes de la commission de l'UEMOA et du Conseil des ministres statutaires qui ont œuvré au cours de ces 2 dernières décennies à faire de notre Union un exemple d'organisation régionale réussie. Les défis importants restent encore à relever. Je voudrais en citer quelques-uns. Il s'agit notamment du faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union, qui se situe aujourd'hui seulement à 16%. Cette faible évolution pourrait s'expliquer par la structure du commerce marquée par une homogénéité des biens et services échangés dans notre espace. Nous avons également eu de nombreux contrôles sur les corridors des prélèvements illicites, de faux frais et enfin de longs délais pour le transport des marchandises. C'est d'ailleurs ce qui motive notre volonté
de faire un certain nombre d'autoroutes, l'autoroute Lagos-Abidjan, donc bien sûr en passant par Lomé-Cotonou et Accra, et aussi l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, en passant par Korogo et Bobo-Dioulasso, et que ce soit des autoroutes où personne ne pourra arrêter un camion. Je voudrais donc, à mon nom et en celui de mes homologues, vous réaffirmer notre conviction dans la pertinence et la solidité de notre union. Hormis les interventions, le 25e anniversaire de l'espace communautaire sous-régional a été aussi marqué par un deuxième acte majeur, à savoir l'inauguration par les deux chefs d'État du nouveau siège de l'organe exécutif qu'est la commission de l'UEMOA. C'était plutôt un reportage de Viviane Haïm du service de la présidence. Tout autre chose à présent, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et la Société financière internationale SFI ont signé jeudi à Abidjan un accord de coopération. L'accord vise à améliorer les pratiques de gouvernance d'entreprises des sociétés cotées à la BRVM. Cet accord permettra à la SFI d'accompagner la BRVM dans la conception, l'élaboration, la rédaction et la mise en œuvre d'un code de gouvernance d'entreprise. Les détails avec Lanciné Bakayoko. À travers cet accord de coopération, la Société financière internationale s'engage à accompagner la Bourse régionale des valeurs mobilières dans la conception, l'élaboration, la rédaction et la mise en œuvre d'un code de gouvernance d'entreprise en faveur des sociétés cotées. Il s'agit d'amener ces entreprises cotées à adopter les meilleures pratiques en matière de management. Il s'avère aujourd'hui que les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise permettent de renforcer les performances opérationnelles et financières et d'accroître l'attractivité des entreprises vis-à-vis des investisseurs. Or, attirer les investissements et les financements est devenu un enjeu majeur dans l'environnement économique de nos jours. En effet, pour de multiples raisons, y compris des considérations des risques légaux, réglementaires et de réputation, les investisseurs sont de plus en plus vigilants sur les critères de sélection et de financement des projets. Beaucoup optent pour les environnements les plus transparents, dont les pratiques convergent vers des standards et des principes reconnus. Cette adoption des meilleures pratiques répond à notre souci de renforcer la compétitivité et d'assurer la crédibilité de notre marché auprès des investisseurs régionaux et internationaux. Il me plaît de souligner que, évidemment, l'inexistence de code de conduite et de code de gouvernance dans une entreprise conduit à des conflits, conflits entre les actionnaires, les dirigeants et évidemment toutes les autres parties prenantes à la vie de l'entreprise. Le programme de gouvernance d'entreprise de la Société financière internationale en Afrique de l'Ouest a été lancé en février 2017 à Abidjan. À ce jour, le guichet de la Banque mondiale chargé d'appuyer le secteur privé a déjà signé une quarantaine de codes de bonne gouvernance dans la région. Les travailleurs de 3500 entreprises que compte la CGCI, entendue par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, se faisaient enrôler jeudi à Abidjan dans le cadre de la couverture maladie universelle. Seulement 119 500 salariés du secteur privé ont été enrôlés à la CMU, soit environ 15% de l'effectif. Un chiffre que souhaite booster le patronat ivoirien. Voyons tout cela avec Salimato Dia. À travers cet enrôlement symbolique à la couverture maladie universelle, le directeur exécutif du patronat ivoirien lance l'opération d'enrôlement pour les 3500 entreprises membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les 300 000 salariés sont invités à prendre part au processus afin de bénéficier et de contribuer au renforcement de la protection sociale des travailleurs. La loi fait de la CMU le seul régime légal obligatoire en Côte d'Ivoire. En conséquence, l'assurance privée que tous les membres, notamment de la CGCI, ont, devient complémentaire et ne saurait bénéficier qu'à l'assuré qui est déjà couvert par la CMU. Ce qui veut dire que pour bénéficier de nos assurances, nous devrions au préalable être couverts
par la CMU. Vous comprenez le sens de notre action de ce jour, inviter nos membres et au-delà tous les acteurs du secteur privé à s'y conformer. Dans le secteur privé, seulement 15% de l'effectif de l'ensemble des salariés est enrôlé. Un taux jugé relativement faible qui emmène la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, à procéder au croisement des données biographiques et biométriques afin de booster le nombre d'enrôlés. Actuellement, le résultat escompté, c'était à peu près 1 204 000 travailleurs à peu près. Et nous étions à peu près 200 et quelques mille. Et par le croisement des fichiers, nous avons pu croiser 619 000, donc ce qui nous amène à peu près 850 000 personnes pour lesquelles on peut tirer directement des cartes. Il nous reste encore au niveau des travailleurs à peu près 400 et quelques mille. Une des solutions qui a été trouvée, créer ici un pôle pour pouvoir recevoir les photocopies de CNI. Et à partir de là, on peut faire un croisement direct avec l'ONI et imprimer directement les cartes qui seront remises, n'est-ce pas, aux travailleurs. La phase expérimentale de la CMU a pris fin le 31 décembre dernier et les résultats sont positifs selon la CNAM. Toutefois, la communication est de mise. Pour rappel, seulement 5% des populations vivant en Côte d'Ivoire bénéficient d'une couverture contre le risque maladie. Fin de cette première partie d'information, je vous retrouve à 6h30. A tout de suite, Mr. Friday. Et nous partirons maintenant pour le fitness. On vous fait travailler vos abdos, mais c'est très important pour être toujours beau. C'est parti. J'ai toujours aimé les exercices au poids du corps parce qu'on peut les faire partout. On peut les faire où on veut et sans charge, sans accessoires. Des trucs très simples à faire. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Marco, bonjour Alix. Aujourd'hui, on va faire une session abdos. Donc, 6 exercices à faire au poids du corps sur le tapis. On va commencer par le gainage avec un exercice assez particulier. Suivez-moi. On va se mettre sur le tapis en position de pont. Jambes tendues. Ramenez le pied comme si on voulait se redresser. Ramenez le pied sur le tapis ou bien sur le pied vers la poitrine et alternez le mouvement. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, position de pompe. 1, 2, 3, 4. Le plus loin possible. 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Encore 5 exercices. Deuxième exercice, on va se coucher sur le dos. Tendre les bras et les jambes. Donc, je tends mes jambes, je tends mes bras, ma main gauche vers ma jambe opposée, je descends l'autre jambe, l'autre bras en arrière. On va toucher le côté opposé et alterner. 1, 2, 3, 4, dos rond, bas du dos bien plaqué au sol. 7, 8, 9, 10. Parfait. On va repartir en gainage. Posez les coudes au sol. Donc, je pose mes coudes au sol. À la différence du gainage normal qui est comme ça, je vais poser mes genoux au sol, arrondir le dos et maintenir ma position. 1 ou 2, sentir une tension dans le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. C'est le troisième exercice. Il va en rester encore 3. On se couche sur le dos. On va poser les mains au sol. Coller les pieds, coller les genoux. Décoller les deux jambes jusqu'à la poitrine et redescendre. Vous devez être concentré à 100% sur votre ventre que vous travaillez en ce moment. 3. Allez. 20 répétitions. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cherchez à atteindre la poitrine. 10 pour sentir le bas des abdos. Parfait. Super. On va se mettre en position assise. Juste mettre les mains au niveau de la poitrine. Arrondir le dos, descendre le haut du corps et rester en gainage. On va pour 30 secondes. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16. N'oubliez pas d'arrondir le dos. 18, 19, 20, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, parfait. Très bien, dernier exercice. Allez, courage. Dernier exercice. On va juste se mettre en position de pompe.
arrondir le dos au maximum, descendre les fesses et rester en gainage. Vous devez sentir toute la contraction dans toute la partie abdominale et un peu dans les épaules. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Ouf, fin de la séance. Rien de tel que ce genre d'exercice pour avoir des abdos en béton. Je vous encourage à vous entraîner chaque jour. Je vous encourage à manger sainement chaque jour, à faire des efforts pour éviter tout ce qui est fast-food et mauvaise alimentation. Prendre soin de vous et rester actif. Bonne journée. Je passe l'antenne. On se revoit très bientôt. Et au revoir. Prenez soin de vous. Merci, coach. On vous promet que ce week-end-là, on ne va pas manger de gras. Enfin, on vous promet. On essaie de vous promettre. Allez, merci beaucoup. Il est 6 heures passées de 16 minutes du côté de Diabo. Mesdames et messieurs, le fondateur, la Côte d'Ivoire politique, entrepreneuriale est en deuil, mesdames et messieurs, parce que le fondateur de la compagnie de transport UTB, donc, il est décédé. Il est décédé hier aux alentours de 1 h du matin. Il était l'ex-député de Diabo dans la région du Béquet, c'est-à-dire à Boaké. Il a tiré sa révérence très tôt ce jeudi à 1 h du matin à Abidjan. Cette disparition survient 3 semaines seulement après la mort de son épouse. Le monde du transport et de l'entrepreneuriat perd une valeur sûre. Nous présentons du fond du cœur nos très sincères condoléances à toute la famille. Exactement. Il y a quoi encore à tous? Et là, maintenant, vous savez que entre la vie et la mort, il se passe aussi plein de choses. On va essayer de vous apporter du sourire au travers de notre rubrique qu'on aime beaucoup et que vous aussi vous appréciez. Nous en sommes certains. C'est Star au petit-déj. On vous a concocté un pot pourri. Regardez. Sécurité est garantie, gendarmerie et la police. Faut pas dire que t'es pas dit, hein, faut pas dire que t'es pas dit, faut jamais rater. Chez les de vieux champagne, chez les de vieux champagne, chez les de vieux champagne, faut attacher ton panier. Chez les de vieux champagne, chez les de vieux champagne, chez les de vieux champagne, faut attacher ton panier. Et puis des années se sont passées. J'ai tant souffert de son absence, même pour ma carrière musicale, il fallait bien que je l'oubliais. Ah, il dit rien chelé. Il dit rien chelé, ça va? Tu aimes quelle chanson de moi? Simpa. T'as même pas jugé loin. Simpa direct. Oh là là. D'accord. Donc, tu vois, je suis en train de répéter avec mes musiciens. J'ai un concert après-demain. Quand tu tombes, tu es bien tombé. Tu as trop de chance aujourd'hui là, je ne sais pas pourquoi. Tu es une fille bénie, tu sais ça? Tu es trop bénie. Diminue un peu mon micro là. Fireball! Rapide. Rapide. Papa Ahmed Bakayoko, c'est le petit Lucie de la Bobo. Hein? Hey, Abidjan Paris, vous n'avez qu'à prendre position. T'es dangereux, hein? Je suis le genre de mec du style beau gosse qui kiffe les belles meufs. Les gars de mon quartier, en vérité, je les ai toutes alignées. Comme on le dit, à caillou qui casse caillou. Un jour dans mes balades, je vois un truc de malade. Ça va Manuela? Ça va. On est venu te rendre visite. Ça va mon bébé? Comment tu t'appelles? D'accord. Ah d'accord. Enchanté. Bon ben Manuela, vu que tu es en Côte d'Ivoire, et je pense que la nourriture de la Côte d'Ivoire c'est la chicken poisson. Donc j'ai pensé à envoyer de la chicken poisson pour qu'on puisse manger ensemble. Voilà. Ok. J'espère que tu vas aimer. Oui, je vais aimer. On y va. Oui, on peut manger. Chez nous ici c'est comme ça. Moi je prends un choco. Ah, toi aussi. Laissez-moi faire ça en choco. Nous sommes les gens du ghetto. On ne peut pas jouer à ça.
Le ghetto. On pense ça comme les dingues se prennent là. Hey! 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 Moi, quand je me réveille le matin, je mange mon garba d'abord. Non, je dis qu'à partir de 5 heures du matin, je vais courir. Je fais mon sport. Quand je reviens, je mange mon garba bien à l'aise. Après, je me mets devant ma télé, je regarde mes films. Et puis bon, voilà, l'après-midi, généralement, je suis au studio parce que j'ai un studio à la maison. J'essaie de bosser, réfléchir pour avoir de l'inspiration et tout. Voilà. 17h, 18h, je vais au sport jusqu'à 19h, 20h. Je reviens à la maison, je prends une bonne douche. Je passe du temps avec ma fille, quand elle quitte de l'école. Et puis après, encore studio. Voilà. C'est trop doux. Bon appétit si vous êtes à table aussi. Hey! 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 Manuel danse, hein? Chaud! Ah, pas un petit spectacle. Spectacle privé à la maison. Bon, on a trop fatigué la fille, hein. Mais c'est bon là. Papa Ibo Denis, quant à nous les minettes, raqueter les papas va nous tuer. Choleka. Après goûter pour moi. Je vais voir si ça réussit. Pourquoi si ça réussit goûter? Pourquoi ça sel dedans? C'est pour ça. C'est bon, Et puis on a nos petits gars, mais je compte de tonton, on va les chasser. Bon, le déjeuner avec Titi m'a vraiment plu et puis ça m'a permis de bien échanger avec elle. Zimba Zimba, Willy Well garçon Gwele. Oui, Zimba Zimba, Margui Dola. Y'a que maman Tobina que Zimba Zimba. Auguste le gaucher. Ça pour danser comme c'est pas permis. Tous les gars. DJ Danson, Abba champion. On bouge un peu les pieds comme ça. Zimba, Zimba, Zimba. Ah, c'est piqué le presse. Je remercie l'équipe de Matin Bonheur qui m'a permis de voir mon artiste préféré qui est Priscilla la Dégameuse. Voilà, on a passé un bon moment ensemble. Je suis très contente, très ravie. Ah là là. Ravi également, vous fait plaisir. Ah, c'était bien, c'était bien, c'est super. Super. C'est ça, Matin Bonheur. Restez avec nous tous les jours. Hein. Vous voyez qu'il y a toujours de bonnes choses à découvrir, à arpenter, tout ça. N'oubliez pas, Joël Bowie, tout à l'heure, viendra nous parler un peu de comment rendre la cuisine africaine plus glamour, plus accessible à tous les critères au niveau de l'international. Joël Bowie fait partie donc de nos consultants les plus avisés en matière d'hôtellerie, de savoir-vivre, de tout ce qui rythme le bonheur des papilles et des alentours, n'est-ce pas? Bien sûr. Parlons d'alentours. On ira par au détour, mais sur les voies, tout de suite, pour un point route. C'est parti. Le boulevard Lagunaire, on nous dit bonjour. Normalement, on devrait avoir ça tombe bien, avec une très belle vue. Bon, vous allez devoir vous lever du lit, vous incliner un peu pour bien voir. Hein. Pencher le cou. Voilà, pencher le cou comme ça. la tête, voilà. Voilà, comme ça. En fait, on vous fait faire des exercices, quoi, exprès, comme ça, le matin, dans le cou. C'est une danse aussi, hein? C'est une danse, comment on appelle la danse? En tout cas, c'est Arafat, le Berus Sama. Non, à l'époque, avant même qu'Arafat ne naisse, à Kassav avait une... comme ça, le snake. Soro Félicité a dansé ça aussi. Mais, alors, enfin, on part pour le pont de Gaulle. Pont de Gaulle. Voilà. Lampadaire allumé, c'est normal, le matin vient de commencer. Tellement il n'y a pas de voiture. Non, si, il y a des véhicules. Il y a des véhicules. Les lampadaires. Il y a des véhicules, mais c'est tellement fluide qu'il n'y a pas de souci. Vous constatez avec nous, voilà. Tout se passe bien sur cette voie.
Donc, pas de souci. Les lampadaires, les verres, les tasses, les mecs de Matin Bonheur sont là aussi. Nous allons maintenant à l'échangeur de Marc Cory, drapeau rouge. J'ai dit, le drapeau, là, bon, c'est d'après... c'est un rideau, c'est un drapeau. Bon, qu'est-ce que ça indique? Monsieur, enlevez-nous ce drapeau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'on ne voit pas bien l'échangeur avec le drapeau. En fait, le but, c'est de voir l'échangeur, pas les maisons. Vous voyez, il y a de la circulation en bas. Bon, on dirait qu'il nous entend, hein, parce qu'il pousse en même temps. On va envoyer Anassé en mission. Comme c'est un Highlander, il va... C'est un Superman. Anassé va replier ça en mode Highlander, quoi. Et c'est tout. On n'a pas des images d'Assini? Ah, non, mais on va aller à Assini. Je connais des gens qui ont des envies d'Assini. Hein. Ah oui, on avoue, il faut. Ouais, des envies d'Assini. C'est joli Assini aussi. Mais c'est magnifique Assini. C'est très joli. Ah oui. Il y en a qui ont la chance d'y être tous les jours, mais bon, Assini, c'est bon. 6h25, Alix, la suite de cette émission nous envoie où? La suite de cette émission nous envoie encore pour quelques petites informations avant le second journal de Mr. Friday. Aussi, on parlait notamment du décès de notre cher Kwame Nkrumah, ce grand homme du transport. Aussi, ce 11 janvier 2008, décès du Sir Edmund Hillary, 88 ans, alpiniste et explorateur néo-zélandais qui a conquis l'Everest. Et en 1953, en compagnie de Sherpa Tenzing Norgay. Voilà, c'est de l'histoire. C'est le moment maintenant de parler d'une autre histoire. L'histoire d'un moment très important dans une émission matinale où il y a tout, il y a l'émotion, mais aussi l'information sous plusieurs formes, multiples et multiformes, la pub, et puis on se retrouve avec la météo et le flash, Mr. Friday for the second time. Yes. Mesdames et messieurs, bonjour. Des réductions de visibilité s'observeront dans les régions partant des bordures littorales à la limite forestière du pays. Tôt le matin, le brouillard et la brume humide s'observeront sur ces régions. Les régions le long de la côte observeront au cours de matinée quelques formations nuageuses denses avec par moments des précipitations par endroits. Plus au nord et à l'ouest, le ciel sera presque dépourvu de nuages avec de fines particules de poussière en suspension dans l'air. Pour les températures de la matinée, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 à Bondoukou, 23 à Boaké, à Daloa et à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 21 à Korogo, 19 degrés à Mont, 18 degrés à Odiné, c'est la minimale, 25 degrés à San Pedro, 24 à Sassandra, 23 à Tabou et enfin 24 à Yamoussoukro. L'après-midi sera fortement ensoleillé dans l'ensemble sur le pays. Les vents d'Harmattan occuperont encore les régions partant du nord à la limite sud forestière. Le ciel gardera toujours cet aspect brumeux suite à ces fines particules de poussière dans l'air et le long du rivage océanique, des nuages pourront se former en cours d'après-midi et donner des gouttes par endroits. Pour les températures de l'après-midi, Abidjan 32 degrés par rapport à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké, 34 à Daloa, 35 à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 à Korogo, 30 degrés à Mont, 35 à Odiné, une série de 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 30 degrés à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans ce 6h30 essentiellement consacré à l'actualité en République démocratique du Congo. Jeudi, la CENI a annoncé la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle selon des résultats provisoires. Je vous propose d'écouter les réactions de la population.
besoin de changement. Donc, on ne voulait plus le pouvoir de Kabila, mais on voulait changer les régimes qui étaient en place. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Comme vous venez de le voir, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a réagi. Je cite, « Nous prenons acte de la publication des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante, mais les résultats publiés ne correspondent pas aux données collectées par notre commission, sinon par notre mission d'observation électorale », a déclaré l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, au cours d'une conférence de presse organisée jeudi au centre interdiocésain dans la commune de La Gombe à Kinshasa. La CENCO n'a cependant pas révélé le nom de celui qui, selon son observation, devrait l'emporter. Elle appelle au calme et a demandé aux candidats donnés pour perdants de recourir aux voies légales pour contester s'ils le désirent. De son côté, l'Union africaine s'est elle aussi prononcée sur les résultats provisoires des élections en République démocratique du Congo. Le président de la commission, Moussa Faki Mahama, appelle au calme. Il a également profité pour adresser ses félicitations au peuple congolais, aux acteurs de la vie politique, à la société civile et aux institutions compétentes en République démocratique du Congo. Du sport, du football, avant de refermer cette édition d'information, le club anglais de Leicester a annoncé jeudi le prêt de son attaquant franco-malien Fousseni Diabaté à Sivasspor, première division turque. Le club de Claude Puel précise que le prêt de l'attaquant de 23 ans court jusqu'à la fin de la saison. Pour rappel, Fousseni Diabaté est sous contrat avec les Foxes jusqu'en juin 2022. Et puis la CAS Eupen a engagé l'international tunisien Youssef Sakni, a annoncé le club germanophone sur son site officiel mercredi dernier. L'attaquant de 29 ans sera prêté jusqu'à la fin de la saison par le club de la Star League Qatari Al Duhail, précise le communiqué. Pour rappel, Youssef Sakni était le deuxième meilleur buteur du championnat du Qatar avec 25 buts la saison dernière. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 7h. Pour le flash inter, à tout à l'heure donc. Et nous restons au niveau local et parler de sécurisation de nos habitations. Il est avec nous notre consultant du jour. Bonjour. Bonjour. Alors, Abdoulaye, à tout à l'heure. De nos domiciles en question. Nous allons discuter avec quelqu'un de très important, très averti, M. Jean-François Adja. Il est expert consultant en sécurité et donc il va nous donner les secrets. Bonjour, bonne année. Merci, bonne année aussi à vous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui fait de la sécurité comme bonne année? Santé? Santé, surtout vigilance, la paix. Okay. Alors dites-nous tout, quels seront les principaux axes de vos développements aujourd'hui sur le plateau? On va parler de quoi? D'abord, nous allons parler des mesures sécuritaires à prendre dans un lieu d'habitation et puis prodiguer quelques conseils, tout simplement. Donc, on démarre par les mesures. Les mesures. Les premières mesures à prendre dans un lieu d'habitation, c'est s'assurer que nous sommes les seuls à utiliser les serrures, les clés des voies d'accès. Les seuls, c'est-à-dire monsieur, madame, les enfants, la nounou, la fille de maison. Oui, les membres de l'habitation, naturellement. Quand vous aménagez, ne pas conserver les mêmes serrures. Ah ouais? Oui, parce que vous ne savez pas si des travailleurs éventuellement ou bien d'autres personnes ont pu avoir accès à des doubles de ces clés. N'est-ce pas? Et donc, vous devez vous assurer que vous êtes seul à contrôler les voies d'accès. Cela voudrait dire que quand on déménage dans un nouveau local, dans une nouvelle habitation, il faut changer toutes les serrures? Absolument. Non, pas toutes les serrures des accès. D'accord. D'accès de la maison, au moins ça. Okay. La porte d'entrée principale, la porte du garage éventuellement, et puis si la cuisine est à l'extérieur,
également la porte de la cuisine. D'accord. Est-ce que c'est bien, Monsieur Jean-François, de confier un double de confier un double des clés, ou de passer un double des clés au personnel de maison qui vient souvent? Est-ce que ça c'est bon? Le personnel de maison, si les personnes de maison habitent l'endroit, eh bien, naturellement, vous êtes obligé de Non, je parle du cas où ils n'habitent pas. Les intermittents qui viennent. Les intermittents, ce n'est pas conseillé. Les intermittents du Ce spectacle. n'est pas conseillé. Parce que vous ne connaissez pas leur fréquentation. Et puis en plus, vous ne savez pas quel usage ils peuvent en faire. C'est vrai. Ils peuvent faire des doubles, mais en tout état de cause, il faut d'abord renforcer les accès de la maison, c'est-à-dire la porte d'entrée principale, la porte du garage, et tout cela. Il est même conseillé pour l'entrée principale de doubler les serrures, de manière à rendre difficile l'accès. Voilà. Et puis, éventuellement, quand on parle de lieu d'habitation, c'est également valable pour les bureaux. Les bureaux, quand nous parlons de lieu d'habitation, c'est les bureaux. C'est-à-dire qu'il faut également mettre un système de surveillance et d'alarme. Intelligent, un système intelligent. Intelligent. Parce que pendant que nous parlons ici, les personnes aussi de mauvaise volonté qui nous regardent réfléchissent à quelque chose de plus... Oui. Avancé. De plus avancé, mais déjà, il a été conçu des systèmes pour dévancer leurs prétentions. D'accord. De sorte que, forcément, ils sont toujours un cran en retard. Quel système, par exemple? Par exemple, un système de vidéosurveillance, un système d'alarme qui est très dissuasif. Vous savez, quand quelqu'un vient ouvrir une serrure et puis subitement déclenche une alarme, bon, il est désemparé, il n'est plus à l'aise. Et puis, connectez votre portable au système que vous installez, de manière à voir en temps réel ceux qui pénètrent dans votre résidence ou dans vos bureaux. Et puis, installez surtout une alerte. Et tous ces systèmes-là, c'est pas un peu coûteux parce que pour tout le monde, l'Ivoirien lambda qui nous regarde dans le c'est quartier... peut-être coûteux, mais vous savez ce que vous avez dans votre... Lapsus révélateur, c'est couteau. Non, ce n'est pas coûteux. Ça dépend de ce que vous avez à l'intérieur de votre maison. En tout cas. Parce que quand le lieu d'habitation, vous avez des documents confidentiels pour l'entreprise. Vous avez des bijoux précieux. Vous avez de l'argent à un moment. Et donc, vous ne pouvez pas sacrifier cela au bonheur des cambrioleurs. Vous comprenez? Donc, c'est important. Mais en tout état de cause, il faudrait s'adresser à une maison spécialisée en protection des données stratégiques de l'entreprise. Vous savez, vous pouvez ne pas être cambriolé, mais un individu, même un collaborateur, vient dans votre bureau, il photographie tout simplement les documents stratégiques et puis il ressort. Vous n'avez pas été cambriolé, mais votre entreprise va subir des dommages importants. Monsieur Adja, quand ils viennent généralement, soit ils ne viennent jamais, ils viennent rarement par la porte pour ouvrir directement, ou bien quand ils viennent, c'est avec une complicité. C'est ça aussi le souci. Oui, il y a toujours une complicité. C'est vrai. Mais nous disons qu'il faut, en tout état de cause, limiter les risques. Ça, c'est vrai. Limiter les risques. Au moins, celui avec qui vous habitez, s'il est complice, vous le saurez par son comportement plus tard. Vous comprenez? Voilà. Il faut limiter les risques et puis faire en sorte que cela soit dissuasif. Ne même pas parfois avertir le personnel de maison de ce que vous faites. Voilà. Vous pouvez même mettre une caméra sans qu'il ne le sache. Voilà. Est-ce qu'il y a au niveau des caméras, M. Adja, dites-nous, est-ce qu'il y a des formules low cost? Des caméras moins chères, efficaces? L'accessibilité, c'est notre point. Forcément, il y a toujours des formules qui donnent accès à des prix
plus bas. En Europe, par exemple, il y a des caméras à 19, 18, 20 euros, c'est possible. Mais ici, dès que ça traverse la mer, ça devient... Oui, mais nous ne sommes pas fabricants non plus. C'est ça. Alors, il faudrait commencer. Mais on peut fabriquer. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes informaticiens on a la technologie, qui sont capables de vous installer sur vos portables des systèmes assez performants. Ça ne coûte pas grand-chose non plus. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Et toujours pour les conseils contre les cambriolages, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Ce qu'on pourrait dire quand des gens comme des travailleurs viennent dans vos résidences, dans votre habitation, un plombier, un menuisier, par exemple. Un toclo. Oui, par exemple. Oui, c'est vrai. Quand ils viennent, on a recours à eux très souvent. On a recours à eux très souvent pour ajuster tout ça. Oui, c'est vrai. Et donc, il faut cacher les objets précieux. Oui. Si vous avez, il est même conseillé d'avoir des petits coffres-forts, dans les habitations. Ne pas tenter le diable. Ne pas tenter celui qui vient travailler. Vous avez assez de billets de banque, vous lui mettez ça à la vue. Naturellement, même s'il n'avait pas envie, il va commencer à réfléchir comment s'approprier de ces billets-là plus tard. C'est vrai. Mais on parle de cambriolage. Maintenant, ça se fait avec, laissez-moi dire le mot, des armes de poing. Quand il y a la peur en face, il faut donner, il ne faut pas résister. Oui, c'est vrai, il est conseillé de ne pas résister aux agressions. Franchement. La vie est précieuse. La vie est tellement précieuse, ce que vous perdez, vous pouvez le gagner en double ou en triple plus tard. Donc il est évident qu'il ne faut pas risquer sa vie pour des gens dont vous ne savez pas quelle substance ils ont ingurgité avant de passer à l'acte. Vous comprenez? Et puis, ce qu'on pourrait dire, il faut connaître avec précision, géographiquement, être capable d'indiquer votre lieu d'habitation au service de secours, de police, de gendarmerie. Vous appelez, c'est vrai que vous êtes peut-être stressé dans un état second, mais quand vous appelez la police, la gendarmerie ou bien le CCDO, être capable d'indiquer avec précision votre habitation, pour que les services de police et de gendarmerie soient à même d'arriver dans les meilleurs délais. Voyez. Et aussi ne pas perdre de vue d'avoir peut-être des issues de secours. Voilà. Quand on sent que l'ennemi arrive. Quand on sent que l'ennemi arrive, prévoir des issues de secours. Vous savez, les antivols parfois peuvent constituer pour nous des dangers. Faire en sorte que les antivols que nous installons dans nos fenêtres soient... on puisse les ouvrir de l'intérieur. Et ça peut se concevoir. Voilà. Parce qu'il peut y avoir du feu, il peut y avoir un gangster qui arrive, des gens qui vous agressent, mais prévoir des issues de secours. Voilà. Alors, encore dernière question, monsieur. On dit trop de sécurité tue la sécurité. Parfois, on se barricade tellement que c'est ça même qui attire. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça crée la curiosité. Oui, parce que les antivols peuvent être des dangers pour vous. Il faut que ce soit discret. Il faut que ce soit discret. Confidentiel. À la façon israélienne. Confidentiel. Et puis être capable d'avoir toujours un petit secret, une issue de secours quelque part, qui est cachée derrière. Que peut-être madame, monsieur ne sait pas, mais on sait jamais. Non, madame doit le savoir. Il faut qu'elle sache, sinon, attends, vous n'êtes pas là, il y a un souci. Madame fait partie du... Non, madame peut avoir, monsieur aussi peut avoir, parce qu'on ne sait jamais. Parce que vous pouvez ne pas être là, madame est agressée. Non, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, sous la torture, c'est mieux qu'on ne sache pas quelque chose, parce qu'on ne va pas dire. Par exemple, il y a des gens qui ont des systèmes et ils sont les seuls à savoir, il y a quelqu'un extérieur de la maison qui sait. Parce que quand on vous questionne sous le fait d'un pistolet et que vous dites que vous ne savez pas, sous la contrainte, on sait vraiment que vous ne savez pas. Mais si vous savez que vous cachez, les voleurs et autres sont psychologues aussi, diaboliquement, ils peuvent savoir. Donc c'est pour ça. Sinon, il faut tout dire, mais des fois, il faut être stratégique aussi. Madame peut vous aider. Oui. Si monsieur... Vous avez et si elle sait, elle va dire pour sauver tout le monde. Parce que c'est ça le plus important. Donne le million, il va partir. Il faut sauver tout le monde, c'est ça le plus important. Au lieu de s'accrocher à son milieu et puis perdre la vie. Madame va vouloir s'accrocher aussi, ça peut créer des problèmes. Non, du tout. Il faut libérer. Merci beaucoup, monsieur Adja. Merci. On va vous libérer. Merci beaucoup à vous et très très bonne semaine. Merci. Et vive la sécurité. Merci pour ces précieux conseils. D'un conseil à un autre, mesdames et messieurs, ça c'est pour la sécurité. Et quand on a la sécurité, quand on est bien, il faut bien manger. Et quand on mange africain, on mange bien. Joël, bonjour.
Bonjour. Encore une fois, heureux anniversaire. C'était votre anniversaire. Ni un la an de semaine plus. dernière. Comment on se sent à 18 ans? Comment on se sent Assez courbaturé. À 18 ans? Pourtant, c'est l'âge de toutes les possibilités courbaturées déjà. Non, Alors, comment remoderniser la cuisine africaine? N'est-ce pas rabaissant de dire qu'on va remoderniser? Non, il est loin de là. Ce n'est guère péjoratif. C'est juste montrer que nous quittons d'une cuisine classique en voulant la modernisant. En la modernisant. C'est-à-dire, c'est d'aller travailler sur des produits bruts, les sophistiquer, tout en gardant leur ADN. D'accord. Voilà. C'est faire des mixages. Des mixages et faire une cuisine que j'appelle ouverte. Okay. C'est-à-dire une cuisine panafricaniste où il n'y a pas de clivage. Ah, ça donne faim, ça. C'est une image que Soro Félicité a produit. Ça, c'est africain. Ça, c'est africain, c'est quoi? justement. Qu'est-ce que c'est? Alors là, nous avons des lamelles de poulet, du citron et de la salade. Pardon. Donc, comme vous pouvez si bien le voir, c'est-à-dire qu'on a fait une mise en forme. Ça a été sophistiqué. Pourquoi ce n'est pas d'un talier? Voilà. Par exemple, si c'est africain. On peut faire ça dans un talier et puis ça salade, va être joli aussi. Un talier. On peut le faire dans un talier, comme vous dites. Après, ça dépend de la classe que vous segmentez au niveau du restaurant. Au niveau du restaurant. Pour une exposition, ça passera très bien. Mais lorsqu'on a, par exemple, un sommet où on accueille, par exemple, les chefs d'État et on est obligé, au niveau du protocole, de le mettre dans ce genre d'assiette. Pourtant, on pourrait faire découvrir aussi. Hein, cela fait partie de notre patrimoine. Bien sûr. Voilà. Alors, un autre talier, un autre plat. Ça, c'est africain aussi. Ça, c'est africain. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a du poulet, encore une fois. Vous aimez la volaille, hein? Oui. D'accord. Pourquoi ne pas prendre de l'agouti pour faire ça aussi? Fromage. Agouti braisé. C'est possible, ça peut se faire. Et toute une petite garniture à côté. Ça, c'est pour combien de personnes? Une personne. Une personne. Un enfant, je suppose. En tout cas, vous connaissant votre appétit, c'est sûr que ça ne vous fera rien. Alors, donc l'idée, c'est de faire en sorte que la cuisine africaine soit sans complexe, hein, c'est ça? Et soit sans complexe. Est-ce qu'on a les moyens d'être sans complexe, par exemple? Est-ce que les chefs, les grands chefs à l'international utilisent des choses venant de la cuisine africaine? Oui. Oui, ils utilisent des choses. Pour ce faire, je dis encore une fois, il faut faire ce que les anglophones appellent un master plan. C'est-à-dire d'abord valoriser notre patrimoine, notre vivier culinaire, mettre en exergue en même temps les produits, former les chefs aux techniques occidentales, c'est impératif, de telle sorte à pouvoir créer cela, et aussi exposer ces nourritures-là, je veux dire, à différents sommets. Par exemple, une Coupe d'Afrique, par exemple, c'est une plateforme qui est idéale pour ce faire. Oui, puisqu'on a plusieurs pays qui viennent là pour un brassage. Justement. Au niveau du sport, il faudra aussi qu'il y ait un brassage culinaire. Ou même, l'Afrique du Sud le réussit très bien au niveau des premières classes, des classes à faire. Faire déjà la promotion par là, avec un plat typique de la région. Donc pour les compagnies aériennes, il faut intégrer aussi les mets et menus de chez nous. Alors, on a une vidéo très intéressante d'un chef que vous connaissez, Chef Coco. Oui. Chef Coco qui est passionné donc de cuisine africaine, de notre terroir, tout ça, qui nous interpelle. On va suivre, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Chef Coco, chef patron à Johannesburg, où on ne fait que de la cuisine gastronomique africaine. Je suis un grand fan de Matin Bonheur sur RT1. Ah, mais c'est gentil, Chef Coco. Peut-être qu'on fera un tour dans votre restaurant à Joburg. Vous le connaissez très, très bien? C'est un mentor, un de mes mentors. Tout ce qui est gastronomique, tendance africaine, et en même temps un frère que ma mère ne m'a pas donné. Voilà. On salue Chef Coco depuis l'Afrique du Sud. Et on a un autre plat qui va faire plaisir à Zelika, qui aime les bonnes choses, hein, la rédactrice en chef. Ça, pas que, à moi aussi. Hein. Non, vous avez trop mangé déjà, c'est bon. Oui, c'est vrai, j'ai pris 2 kilos. Allez, là, c'est quoi? Donc là, nous avons des crevettes, vu qu'on parlait d'assini. Voilà, merci. D'accord. Sur des petits fours, avec un pesto. Ah oui, pesto. Pesto, c'est avec le persil? Avec du persil. OK. Et avec un coulis de bissap. Ah. Un coulis de bissap, c'est vraiment africanisé, oui. Ah, c'est vraiment africanisé. Oui. Est-ce qu'il y a des tables comme ça chez nous à Abidjan? Malheureusement, non.
C'est dû à quoi? Voilà, c'est dû à quoi? En mettant les pieds dans le plat, je dirais comme ça que nous souffrons d'un certain complexe. Ouais, complexé. Un complexe d'infériorité qui malheureusement n'a pas sa place. Ouais. Par contre, on a des chefs à qui aujourd'hui je fais un coucou, je rends hommage. Quelqu'un comme Loïc Dablé, chef Coco, M. Christian Abégan. C'est des précurseurs de ce truc-là qu'il faut. Chef Capot à Paris? Voilà. Le Sacan aussi, le oui. couple. Hein. Il faut les épauler. Il faut les épauler parce qu'ils font un gros boulot pour mettre cette nourriture-là sur la scène internationale. Voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors pour cette année 2019, vous nous conseillez vraiment ce que vous voyez à l'antenne, vraiment beaucoup de fruits. Il y a beaucoup d'idées aussi. Beaucoup d'idées. Est-ce qu'il y a des endroits de... Moi, par exemple, j'ai décidé depuis l'année passée d'être vraiment formé en cuisine parce que je veux épater mes amis quand je les invite. Mais comment je dois commencer? Et je veux avoir... Ça pour des masterclass. Voilà, de faire ça avec la cuisine africaine. Avec la cuisine africaine, d'abord, pour commencer avec la cuisine africaine, il faut pouvoir se former, comme je dis, aux normes internationales, à certaines normes. Parce qu'il y a des techniques aujourd'hui qui sont évolutives. Lesquelles? Alors, par exemple, un simple truc au niveau des cuissons, des modes de cuisson. D'accord. Un bon chef doit savoir cela. Au niveau, je veux dire, même de la décoration de l'assiette, des mises en forme. Il faut plus ou moins pouvoir se frotter à d'autres cultures. C'est en connaissant l'autre culture, donc l'anthropologie d'une autre culture, qu'on réussit à assumer la sienne beaucoup plus facilement. En fait, il faut aussi que les consommateurs adaptent leur palais. Parce que quand on parle de cuisson, il faut savoir que nous, ici, on va faire cuire et encore. Justement. On perd pratiquement toutes les vitamines. Mais il faut maîtriser la cuisson. Il faut maîtriser la cuisson. Et il faut connaître aussi la culture des autres aussi. Parce que généralement, nous, on aime manger bien cuit, il y en a d'autres pas. Donc, c'est tout cela qu'il faut. C'est vrai, quand on va ailleurs, on a tendance à ne pas froncer le visage. Pourtant, il ne faut pas le faire quand on nous invite. Voilà. Oui. Et puis, il faut faire attention aussi, parce que ça va dans le ventre, à des mélanges qui sont contre nature. Chimiquement. Justement. Parce qu'aujourd'hui, un chef, c'est quoi? Un chef, c'est beaucoup plus un chef d'orchestre. Il doit innover, il doit créer. Alchimiste. C'est un alchimiste. Oui. Il doit créer. Mais tout en respectant le mariage de produits, il ne faudrait pas qu'il se rejette. Donc il y a ce volet-là aussi en arrière-plan. Un mariage bien consommé, alors. Voilà. Alors là, pour ce vendredi-là, je sais que vous êtes très fécond dans les idées. Pour ce vendredi, pour ce week-end-là, dès que Alix et moi on finit, on va au supermarché. Qu'est-ce que vous nous conseillez, par exemple, pour ce soir? On passe vers quel rayon? D'accord, on va improviser. D'accord. Mais on a confiance en vous. D'abord, on va pour creuser. Alix, on note, hein? Ok, chef. Pour creuser, je vais préconiser un koutoukou infusé à la vanille de Madagascar. Pardon? Attendez, Marie-Alice et ma rédactrice en chef sont en régie. Est-ce qu'elles ont bien entendu? Un couteau quoi? Pour creuser, un koutoukou à... infusé à la vanille de Madagascar. Alors on dit africain, on est africain, Alex. Ah, le koutoukou. Koutoukou infusé. Mais il faut expliquer ce que c'est que le koutoukou. À la gousse de vanille. Koutoukou infusé à la vanille. Koutoukou d'Adiaké ou bien de Grand Bassam? On va prendre Grand Bassam ou à Boisseau. Ou à Boisseau. Oui. Donc koutoukou infusé à la vanille, ça c'est pour creuser. Pour creuser. Ça promet. Et en entrée, on va faire un rosti de plantain. Donc le rosti, c'est une méthode suisse qui consiste à... De plantain? De plantain. Ok. On salue tous les amateurs de plantain qui nous regardent partout. Rosti de plantain. Au Cameroun, bonjour. Avec des copeaux de gibier. Copeaux de gibier. La cuisson, comment le procédé? Attendez, on va finir le truc d'abord, après on va faire étape par étape. Ça, c'est appétissant, là, Alix. Donc, attendez, je récapitule. Koutoukou infusé à la vanille, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là, qui note. Koutoukou infusé à la vanille, ça c'est en entrée pour creuser. Hein. Mais bon, dose modérée. Voilà. Le koutoukou, en Afrique, on se comprend. Rosti de plantain avec des copeaux de gibier. En traduction africaine, ça veut dire quoi? La viande de brousse. Et le rosti de plantain? Alors, le rosti, c'est déjà, au sens étymologique, déjà, c'est une méthode suisse qui consiste à faire normalement de la purée on va gratter aussi pour couvrir. Donc, on va faire une pâte de purée qu'on va griller. Un peu comme un foutou, comme nous, on pile foutou ici? Oui, mais légèrement un peu comme des mini pains de burger. D'accord. Ce sont des rostis. Okay. C'est une méthode suisse. Et le plantain, c'est avec notre banane nationale. Bio. Ça, c'est le rosti de plantain avec des copeaux de gibier. Et ça, c'est en plat de gibier, ça s'appelle de l'agouti. Ça peut être de l'agouti, ça peut être une biche, mais je vais plutôt... Doucement avec les animaux de la forêt. Ok, agouti, attention. J'espère que c'est validé par les eaux et forêts. Oui. Agouti. Et ensuite... En plat, on aura une papillote de capitaine.
Donc, papillote aussi, un autre procédé. J'ai plus envie de faire l'émission. Papillote de Vous restez capitaine. là. De capitaine. Oui. Assorti à ses épices. Donc, on Assorti. va mettre un peu d'ail, un peu de persil, et il va cuire à l'étouffer. Donc, on va le rouler dans du papier aluminium, Ok. le cerner des deux côtés et le mettre au four. Et on pourra mettre des pommes de terre façon pont neuf. Ok. Ça pour combien de personnes? 2 personnes, hein? En fonction de la quantité, En fonction on de peut la le faire quantité. plus, oui, D'accord. D'accord. On va un jour inviter tous nos téléspectateurs parce qu'après, il ne faut pas qu'on soit. Non, moi j'aime bien parce que sectaire c'est entre nous. africain jusqu'au bout. Surtout le koutoukou infusé à la vanille. Vous insistez, hein? Ah oui, avec le rosti de plantain, avec des copeaux de gibier, gibier et l'agouti, puis papillote de capitaine assorti à ses épices. Et en dessert? En dessert, encore pour vous surprendre, Oui. on va avoir un gratiné de bangui. Gratiné de bangui. Voilà, pour ne pas parler de sorbet. Avec une feuille de menthe et une tranche de citron. Ok. Gratiné de bangui. Je rappelle que le bangui, c'est le vin de palme. Le vin de palme. Le vin de palme. Donc le tout nouveau, le sucré. Le tout nouveau, le Ah, sucré, là. c'est Ce qu'on appelle pour le les bangui femmes. féminin. Voilà, pour les femmes. Le bangui féminin, là, oui, d'accord. On a commencé avec le koutoukou, on termine par le bangui. Il Vive faut l'Afrique. adoucir. Vive l'Afrique. Qui mange. Qui mange bien. Mais je rappelle que le koutoukou et le bangui, c'est à des doses vraiment modérées. Hein, parce que l'alcool, il ne faut pas en abuser. Merci beaucoup. Donc voilà le menu Joël. du jour pour ce vendredi 11 janvier. On aura du koutoukou infusé à la vanille, du rosti de plantain à copeaux de gibier, papillote de capitaine assorti à ses épices et du gratiné de bangui avec les feuilles de menthe. Avec Bon des feuilles appétit de si menthe. vous êtes à table. Vraiment, merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà commencé. Ah, non, tout le monde a noté. Ah oui, avec des feuilles de Aujourd'hui, menthe. c'est un plat généralisé sur le Envoyez-nous territoire. Ramenez-nous les photos hein, le lundi ou dans la semaine. Hein. Il va valider le bon menu. Hashtag Matin Bonheur, on va voir que vraiment vous suivez. Quoi. N'oubliez pas, surtout ceux qui nous regardent de l'extérieur, vous pouvez remplacer le koutoukou par autre chose. Mais en tout cas, montrez-nous que vous avez essayé. Quoi. Et puis on trouve tout hein, à l'extérieur maintenant hein, pour faire ça. On trouve du koutoukou à Paris, Ah du oui. bangui aussi, tout ça. On a tout et tout. On exporte bien. Merci beaucoup Joël. Merci. Bon appétit. Pardon. Bon week-end à vous. Et puis on se retrouve avec beaucoup de plaisir pour d'autres saveurs africaines et mondiales. Dans d'autres lieux exotiques aussi. Nos Pourquoi pas. comments maintenant, mesdames et messieurs. 2018, donc il n'y a pas de no comment. On a débordé tellement. On a débordé tellement, on avait envie de manger. Il n'y a pas du no comment, mais il y aura du comment dans ce décryptage de l'information avec Mr. Friday. Ok. C'est pour son 3e flash. Mais avant, on aura certainement la pub. Non, pas la pub. Mr. Friday. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur, un point essentiellement consacré à l'actualité internationale. Un violent incendie a ravagé un immeuble de la rue Bayard dans la nuit de mercredi à jeudi au centre-ville de Toulouse. Le bilan est de 22 blessés, dont un grave et 2 sapeurs-pompiers. 72 personnes impliquées ont été prises en charge par la mairie. Face aux victimes du prêtre pédophile Bernard Prénat, le cardinal de Lyon a consenti à expliquer son inaction. Le prêtre s'est retranché derrière le secret professionnel pour éviter la condamnation. Le tribunal rendra son jugement le 7 mars prochain. Et toujours dans le cadre de ce procès, je vous propose d'écouter les réactions des parties civiles et de l'évêque auxiliaire de Lyon. De secouer tout cela. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est ça, je te remercie. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs et des dysfonctionnements. Bien sûr qu'il y a eu des silences. Bien sûr qu'il y a des choses à faire évoluer dans l'Église, dans la société. À un moment, merci à ceux qui permettent, et j'allais dire, je vais citer François Deveau, permettre que ces choses-là ne se reproduisent plus jamais. Il est possible que le diocèse ait été ébouillanté par cette affaire. Et donc il est possible que maintenant il y ait des mises en place d'un certain nombre de fonctionnements qui permettent que il ne se brûle pas une deuxième fois.
Autre chose, à présent, Angela Merkel a salué jeudi à Athènes l'action décisive du Premier ministre grec Alexis Tsipras sur le nouveau nom de la Macédoine. Cette visite d'Angela Merkel tourne la page des manifestations d'hostilité qui avaient émaillé son dernier voyage officiel en 2014. La chancelière allemande a affiché sa reconnaissance à Alexis Tsipras pour avoir entrepris de résoudre cette question épineuse. Elle s'exprimait au terme de 2 heures d'entretien avec son homologue grec dans un climat d'apaisement entre la Grèce et l'Allemagne, marqué par d'importantes manifestations d'anti-austérité. Le président Nicolás Maduro a été investi jeudi à la tête du Venezuela pour un 2e mandat, un second mandat considéré comme illégitime par les États-Unis et une grande partie de la communauté internationale qui ont menacé d'accroître la pression sur le régime. Nicolás Maduro a été réélu pour un second mandat de 6 ans le 20 mai dernier lors d'un scrutin boycotté par l'opposition qui en rejette les résultats, tout comme les États-Unis et l'Union européenne. Et puis nous terminons avec cet insolite. Luis Cruz a quitté son emploi et a commencé à jouer en tant que personnage de la bande dessinée Transformers au feu de circulation à Bogota. Voici maintenant 8 ans. Chaque jour, le Transformer colombien revêt des costumes qu'il crée lui-même en carton et se transforme en personnage gagnant parfois jusqu'à $20 par jour. Et voilà, Marcelin, Alice, qui referme ce flash. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end à vous. Ce serait quoi la reconversion, vous? Oui, effectivement, on va y penser. En tout cas, on vous souhaite un bon week-end, Mr. Transformer. Merci, à toi également. Merci. Allez, on va basculer maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission, mesdames et messieurs. Voyage jusqu'au bout du Nigeria. C'est ce livre-là qui va rythmer notre conversation avec le jeune Ali Diaby, qui sera notre invité éponyme, qui va nous parler un peu des méandres du terrorisme et puis tout ce qui a concouru donc à la production de ce livre très enrichissant qu'Alix et moi avons décortiqué pour vous. Ce sera juste après ça. Boko Haram est financé. Boko Haram a reçu des matériels, y compris des matériels blindés sur le terrain. De qui, je ne le sais pas. Si les soldats avaient été déployés, sans aucun doute, nos filles seraient de retour. Notre coopération dans ce domaine s'est considérablement renforcée. Nous appuyons l'armée nigériane et ses partenaires du bassin du lac Tchad, notamment en matière de renseignement. Les maisons là que vous voyez là, mon travail c'est de sécuriser la frontière, la population pour qu'ils vivent en paix et empêcher toute incursion de Boko Haram. Boko Haram, c'est aussi un chef, Aboubakar Sheko, particulièrement dangereux. Boko Haram diffuse ces images d'elle. Elle récite ce kidnapping provoque. J'ai même un coup de mortier et on peut aussi se défendre. On a vu à Paris avec 129 morts, 300 blessés. La violence
s'approche de tout le monde. Sécuriser l'Église. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Les malfaiteurs, les terroristes. Alors, de retour sur le plateau, après ce reportage du point de la situation, voilà, très poignant pour informer et puis situer les échanges. Bonjour Ali Diaby, bienvenue. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous. Merci à vous pareillement. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter avec vous voyage jusqu'au bout du Nigeria, avec comme problématique centrale Boko Haram. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de cet ouvrage? Déjà, merci à la RTI de m'avoir invité pour ce numéro. Je tenais d'entrée de jeu à souhaiter une bonne heureuse année à toute l'équipe de la RTI, que cette année soit une année de santé, une année de faveur et surtout d'accomplissement à tous les niveaux. Et pour revenir à votre question, ce qui m'a suscité la motivation en fait, de ce livre est d'abord l'audace. Parce que j'ai été toujours, depuis ma tendre d'enfance, audacieux. Et je pense que l'un des facteurs vraiment qui a déterminé ou qui a créé le déclic, c'était vraiment l'audace. Et aussi, là-bas également, aussi, j'avais un contact qui m'a en fait savoir qu'effectivement, cette personne est rentrée en contact avec moi sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, ah, mais pourquoi tu ne pourrais pas vraiment écrire sur l'Afrique? Et je dis, mais pourquoi pas? Parce que je suis un jeune écrivain et j'aime l'Afrique, j'aime le potentiel que possède l'Afrique. Et moi, ma vocation, c'est l'écriture. Donc, si évidemment je peux passer par l'écriture pour pouvoir laisser des traces, je pense que c'est ma modeste contribution que je peux laisser à l'édifice. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller là-bas pour pouvoir, bien sûr, amener mes investigations personnelles. Alors, ça, c'est de façon globale, hein, de façon ramassée. Maintenant, concrètement, pour ceux qui nous suivent, alors, vous décidez comme ça d'aller écrire. Déjà, c'est risqué, parce qu'on connaît tous le contexte, on l'a vu dans l'élément. Alors, comment vous mettez en place la méthodologie? Ok, d'accord. Déjà, au niveau de la méthodologie, je l'ai fait également avec l'équipe sur place. Mais pour pouvoir déjà revenir au livre, parce que j'ai adapté le livre au cinéma, d'accord? Donc, pour pouvoir déjà revenir au livre, c'est dans le cadre, bien sûr, en fait, j'ai une manière à moi de travailler au niveau de l'écriture. C'est-à-dire, je prends la peine de pouvoir, bien sûr, interroger, d'accord, les victimes, les personnes, les témoins oculaires. Et ensuite, maintenant, une fois que j'ai recueilli toutes ces informations, je pars maintenant. Parce que, en fait, la particularité de ce livre, c'est que c'est un essai. Ce qui n'a rien à voir avec, si vous voulez, un roman. Voilà. Parce que la différence entre un essai et un roman, c'est que l'essai, en fait, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Assemblage? Non, non, pas du tout. En fait, c'est argumentatif. Mais c'est basé sur des faits réels, pas sur des faits erronés. Avec force et détail. Merci. Donc c'est pas de l'imaginaire. Non, c'est pas de l'imaginaire, c'est du réel. Si vous voyez même à la fin même du livre, vous allez voir en fait des bibliographies, d'accord. C'est-à-dire que je suis allé même un peu plus loin pour montrer en fait que ma recherche ne se sont pas seulement spécifiées que sur en fait, les informations que j'ai eues sur place, mais aussi sur des thèmes d'accord, qui étaient en concordance avec le même thème. Donc, bien se documenter sur les auteurs, les personnes qu'on va rencontrer. Exactement. Ça, c'est une démarche un peu qui a trait aussi au journalisme. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait arriver sur place pour avoir ces repères, pour aller en profondeur? Et traiter l'information qu'on a eue. Oui, bien sûr. En fait, traiter l'information n'a pas été, comme je l'ai dit tantôt, très compliqué pour moi. Parce que j'ai un style, d'accord, en tant que jeune écrivain, j'ai un style qui est propre à moi, qui est dans un premier temps de recueillir les informations et puis ensuite de les rejeter à mon style. Et c'est ce style-là, en fait, qui a créé cette particularité. Et si vous voyez bien les informations que j'ai eu à recueillir à travers mon style, je les ai illustrées avec des images pour montrer, en fait, que je vais au-delà même de l'aspect, même des, comment on appelle ça, des témoignages, en fait. Je vais plus des tests à l'illustration. Voilà, c'est ce qui fait en fait la particularité de ce livre. Et je vais revenir également aussi sur la couverture. Oui, la première couverture du avec... livre, exactement. Comment on appelle ça? Déjà, il y a la forme et il y a le fond. Au niveau, par exemple, de la forme, vous voyez, c'est du blanc sur du noir. Oui. Le blanc, c'est la couleur de la sainteté. Le noir, bien sûr, c'est la couleur de l'ombre, du néant.
Et ici, à travers, bien sûr, le phénomène qu'a connu, comment on appelle ça, le Nigeria dans le cadre, bien sûr, du terrorisme, c'est une manière, en fait, à moi, en fait, d'attirer l'attention. À travers la chromie. Exactement. À travers la chromie, on attire l'attention. On attire l'attention. Et vous voyez ces deux enfants qui sont mieux. Il y a un enfant qui pleure et l'autre, c'est l'accolade. Pour montrer qu'au-delà même de l'aspect, comment on appelle ça, de l'aspect... visuel. Exactement. Je vais aller au-delà que nous, les Africains, en tant que de la jeunesse africaine, on doit, comme l'a dit Martin Luther King, on doit plutôt être des frères que de s'entretuer en fait comme des idiots. D'accord. Là, c'est le message que vous voulez faire passer. Mais à l'intérieur, pour les témoignages, oui, on peut avoir en substance ce que vous avez pu écouter, collecter, pour un peu intégrer et donner envie aux lecteurs oui, bien sûr, de s'y plonger. Oui, bien sûr. Par exemple, l'un des témoignages palpables qui m'a beaucoup édifié, c'est l'un des frères, par exemple, l'un des grands frères de l'Assemblée nationale au Nigeria, qui a été froidement en fait abattu parce qu'il partait en vacances, d'accord, et il a eu par le canal du réalisateur qui m'a aidé dans l'aboutissement de ce projet-là, qui a donné en fait les raisons en fait pour lesquelles en fait ce dernier-là en fait a fait ses vacances, d'accord, à l'intérieur du pays, et contre toute attente, et des individus, d'accord, aux intentions en tout cas vraiment assez farfelues, lui ont froidement en fait ôté la vie. Et pour quelle raison? Ils opèrent comment? C'est fortuit? C'est pour tuer ou comment ça se passe? En fait, c'est de manière en fait à pouvoir bien sûr, pour moi leur intention dans un premier temps, c'est de pouvoir en tout cas vraiment, c'est à but personnel. Pour moi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, en fait, c'est au-delà, en fait, de la religion. Parce que, en fait, pour moi, cette manière, autant pour moi, de pouvoir, bien sûr, ôter la vie de façon volontaire à un individu, pour moi, est quand même, c'est dur, c'est dur. Alors, vous êtes Ali Diaby, vous êtes musulman? Oui, bien sûr. Vous êtes musulman. Oui. Quel est le regard de celui qui est dans la religion? C'est-à-dire là, on n'a pas affaire à un journaliste qui vient de l'Occident, qui n'est pas musulman, qui a un autre regard. Vous êtes africain, vous êtes de Côte d'Ivoire, c'est cela, vous n'êtes pas loin, vous êtes dans la zone subsaharienne, tout ça. Vous êtes musulman. Quel est le regard du musulman sur toutes ces personnes-là qui tuent, entre guillemets, qui tuent au nom, entre guillemets, de l'islam? Est-ce que ça vous aide dans votre écriture ou ça vous met dans un dilemme? Moi, je pense que ça me met plutôt dans un dilemme. Parce que pour moi, déjà en tant que jeune musulman, cette manière de pouvoir ôter la vie à un individu, parce qu'il y a l'un des, comment on appelle ça, les Saintes Écritures disent que aime ton prochain comme toi-même. Et si, évidemment, on passe en fait par ce facteur-là de pouvoir ôter la vie à son prochain, je pense que ça va à l'encontre en fait des valeurs même de l'islam. Et pour vraiment, en tout cas, vraiment étayer vraiment cet aspect-là, on a vu qu'au-delà même de, comment on appelle ça, de l'aspect qui s'est passé, l'incident qui s'est passé au Nigeria, on a également aussi vu en Côte d'Ivoire, au niveau de Grand Bassam, que ce phénomène également apparu. Je vais un peu plus loin, par exemple, à Paris, également aussi, qui a été vraiment victime de cela, pour montrer que, en fait, le phénomène du terrorisme est assez un phénomène d'actualité. C'était une problématique que, en tant que jeune écrivain de la Côte d'Ivoire et jeune africain, voilà, pour moi, de pouvoir, bien sûr, étayer sur ce phénomène-là et attirer surtout, d'accord, l'attention, d'accord, de la société civile, de la jeunesse africaine. De bon nombre de personnes sur ce sujet-là. Sur ce sujet. Justement, sur le terrain, quand vous êtes allé collecter toutes ces informations-là, étant musulman déjà, je suppose que ça vous a aidé, en tout cas, à vous fondre dans la masse. Oui, bien sûr. En tout cas, pour avoir plus d'informations. Oui. Vous avez rencontré quelles difficultés en particulier? Oui, bon, j'ai rencontré, par exemple, des difficultés au niveau déjà, au niveau
De la langue peut-être? Oui, oui, au niveau de la langue, parce que déjà je ne maîtrise pas vraiment l'anglais, donc il fallait trouver un interlocuteur pour pouvoir bien sûr m'aider. Et c'est cet interlocuteur qui m'a beaucoup aidé également aussi dans la mise en œuvre de mes investigations. Et d'entre eux, au passage, je tenais vraiment à lui dire merci et à toute l'équipe également aussi qui m'ont permis dans l'aboutissement aussi de ce projet. Donc, difficulté au niveau donc, de la langue, mais oui, au niveau de la sûr. géographie aussi, oui, de la tectonique, c'est-à-dire sur le terrain, il y a des différences. C'est le Nigeria, on parle du Nigeria, on parle du Tchad, tout ça, c'est grand, c'est vaste. De Baga, etc. Et quand comment on appelle ça, j'ai eu vraiment pour la première fois la chance de pouvoir rencontrer ces différentes localités qui étaient à l'intérieur du Nigeria. Vraiment, ça a été vraiment l'une de mes plus belles expériences dans ma vie. Comment ils appréhendent le terrorisme là-bas? Comment, sur place, ils appréhendent le terrorisme? Ils vivent ça comme une fatalité? Est-ce qu'ils vivent ça comme une fatalité? Ou ils se disent non, vraiment? Est-ce qu'il y a un mouvement vraiment qui se lève pour dire on n'en veut plus? Ou bien il y en a qui sont complices? Bon, pour moi, déjà, il y a deux catégories. C'est-à-dire, le phénomène du terrorisme déjà est venu du fait que, par exemple, il y a l'État nigérian, d'accord, qui ont eu en fait l'État nigérian qui n'arrivait pas en fait à pouvoir absorber, d'accord, ce mouvement terroriste. Et ce mouvement terroriste est né en 2010 déjà par, comment on appelle ça, Mohamed Youssef. Et peu de temps après, il y a Abubakar Shekau, d'accord, 5 années plus tard, en fait, qui a pris en fait les commandes, d'accord, de ce mouvement terroriste. Et on a vu que, comme le voit la vidéo tout à l'heure, on a vu qu'en fait ce dernier-là en fait avait pour objectif de pouvoir atteindre en fait propager autant pour moi la terreur au sein vraiment et puis aussi amener, d'accord, un groupement ou des personnes en fait à une idéologie. Et c'est cette idéologie en fait que certaines personnes en fait ne voulaient pas en fait entrer. C'est-à-dire l'idéologie de pouvoir ôter la vie, l'idéologie de pouvoir, comment on appelle ça, créer la terreur au sein en fait de J'ai envie de vous demander, à quelle fin tout ceci? À quelle fin? Je pense que c'est la fin de pouvoir bien sûr contrôler, d'accord, contrôler et surtout créer ce que je peux appeler, comment on appelle ça, une absorption de cet État-là, de ce pays-là. Un peu comme ce qu'on a vu avec Daesh ailleurs dans le monde. Exactement. D'accord. Les modes opératoires sont les mêmes. On remarque donc que partout, il y a des complicités. Et c'est la violence à outrance. L'État, vous l'avez dit, hein, les pays concernés parfois sont dépassés. On a eu l'intervention tout à l'heure du président Déby, tout ça. C'est une situation qui, si on prend garde, vraiment, on va encore prendre de l'ampleur, malheureusement. Oui, absolument. On a encore souvenance des lycéennes de Chibok. Oui, avec le mouvement des 276 lycéennes. Oui, exactement. Elles n'ont pas encore été retrouvées. Et là, c'est encore dans les mémoires et c'est une des victoires, malheureusement. Il y en a certaines qui ont réussi à s'enfuir, non? Oui, bien sûr. Et à côté de cela, il y a d'autres qu'on a voulu même changer de religion. Parce que, comment on appelle ça, vous voyez par exemple les filles qui ont été voilées sont de religion en fait chrétienne et on veut le faire changer de religion en religion musulmane. En fait, la cible, ce sont les chrétiens ou c'est du tout? Peu importe. Ils ciblent tout le monde? Ils ciblent tout le monde. Vous voyez un peu. Donc, du coup, les personnes, en fait, la priorité, surtout, c'était plutôt les chrétiens. Parce qu'on a eu beaucoup d'attentats dans les églises. Exactement. Okay. Et ce qui est assez majeur dans ça est que, malheureusement, ces personnes-là, en fait, ce mouvement-là, en fait, ôte la vie. Voilà. Ce mouvement-là, en fait, ôte la vie à des individus, d'accord, comment on appelle ça, à des individus innocents, d'accord. Et moi, je trouve ça vraiment assez difficile de pouvoir, bien sûr, ôter, d'accord, la vie à des personnes parce qu'ils veulent, en fait, atteindre, en fait, un but, ils veulent maintenir, en fait, une idéologie qui... ils veulent en fait amener des personnes à pouvoir en fait croire à cette idéologie. On a tendance à toujours dire que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il n'y aurait pas d'autres fins plutôt
mercantile en bas. Des mains obscures. Oui. Oui, pourquoi pas? Parce que figurez-vous que, par exemple, les armes que contiennent ce mouvement viennent forcément de quelque part. Le carburant, les voitures, les véhicules, exactement. Toujours des 4x4, vraiment qui... Ils sont équipés. Oui, bien sûr, ils sont très équipés. Et si vous voyez très bien, en fait, ce mouvement, la manière dont ce mouvement est né et les conséquences, d'accord, que ce mouvement a propagé de la ville de Baga en passant par les différents autres périmètres, la population, en fait, n'ont pas pu vraiment résister à cette terreur. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas eu, en fait, la chance, en fait, de pouvoir, bien sûr, être victimes de ce phénomène-là ont été froidement, en fait, massacrés du fait que, bien sûr, ce mouvement avait pour objectif de pouvoir, bien évidemment, opérer, d'accord, une idéologie qui était, bien sûr, de pouvoir porter atteinte à l'État nigérian. Aujourd'hui, on le sait, ils sont implémentés un peu dans plusieurs pays. Oui, bien sûr. Au Cameroun notamment aussi, oui, où ils exercent. Oui. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? On a vu dans l'élément l'intervention du président français Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les forces internationales apportent leur appui. Aujourd'hui, quelles sont les avancées pour éradiquer cette secte? Déjà, moi, je pense que d'entrée de jeu, la meilleure action pour pouvoir vraiment éradiquer est de pouvoir, bien sûr, sensibiliser, de pouvoir, bien sûr, comment on appelle ça, montrer, en fait, le côté négatif, en fait, de la chose à travers, bien sûr, vous avez vu, dans les débuts également aussi, vous avez vu la population nigériane aussi s'est manifestée, d'accord? Elle s'est manifestée, elle a montré, en fait, son désarroi face à cela, malgré qu'il y a eu quelques morts, mais c'est pour montrer à quel point, en fait, cette population-là a su résister d'une manière ou d'une autre face à cette terreur-là. Ali Diaby, à qui profite le terrorisme au Nigeria, au Tchad, au Cameroun? Si on voit le président français intervenir, si on fait une étude géopolitique, le président français qui intervient, le président du Tchad qui intervient, ça veut dire que, quelque part, est-ce qu'il ne s'agit pas, je veux dire, d'un héritage diabolique, maléfique, laissé par certaines puissances que nous sommes en train de payer aujourd'hui? Parce qu'au-delà de tout ça, c'est un livre engagé aussi. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est ça? Oui, je partage votre point de vue. Effectivement, c'est dans cette vision-là que, en fait, je vois la chose. Et c'est vraiment très important pour moi aussi d'en parler à travers mes écrits, de pouvoir, bien sûr, attirer l'attention, de pouvoir changer les mentalités et surtout de pouvoir éveiller les consciences. Parce que nous, en tant que jeunes Africains, notre devoir, bien évidemment, est de pouvoir, bien sûr, amener cette jeunesse africaine-là, d'accord, à pouvoir prendre conscience que l'Afrique a un énorme potentiel. Et ce potentiel-là, nous devons le mettre au développement de ce continent. Nous devons songer, bien sûr, à pouvoir laisser des traces. Et je pense, comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour pouvoir changer le monde. Et si, à travers vraiment nos écrits, nous arrivons, bien sûr, à pouvoir éveiller les consciences, je pense que c'est vraiment un mode d'engagement en tant que jeune écrivain ivoirien. C'est dire qu'au niveau de leur fonctionnement, toujours pour revenir par rapport à la conscientisation, de la jeunesse, ils réussissent quand même à avoir encore des personnes qui viennent dans leur rang, ou ça se passe tout le temps par la violence, forcée à intégrer leur rang? C'est plutôt, ça passe généralement par la violence. Par la violence. Et ceux qui n'arrivent pas, oui, c'est clair, c'est une résistance déjà qui est là. Et ceux, en fait, qui n'arrivaient pas à rentrer dans leur idéologie, dans leur mécanisme, effectivement, se faisaient ôter la vie. Et c'est ce qui est vraiment un coup dur et c'est quelque chose que vraiment je veux condamner, que je veux déplorer. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On a été malheureusement frappés pour la première fois de l'histoire de notre pays, touché au cœur par notre station balnéaire Grand Bassam. Quand vous écrivez ça, l'Ivoirien se dit quoi pour son pays? Je pense que l'Ivoirien se retrouve là-dedans parce qu'il se dit que c'est l'Afrique. Il se dit qu'effectivement, que ce phénomène n'arrive pas seulement qu'aux autres, ça peut également vous arriver. Et donc, il devrait avoir quel état d'esprit maintenant? Je pense que l'état d'esprit qu'aujourd'hui l'Ivoirien doit avoir face, bien sûr, à ce qu'elle a vécu. La solidarité. Et c'est bien évidemment la solidarité, la fraternité. Et ne pas vivre dans la peur. Surtout, ne pas vivre dans la peur. Merci beaucoup à vous, Ali Diaby. Un livre rempli de promesses qu'on aime beaucoup. Voyage
au bout du Nigeria. C'est un essai vraiment passionnant que je vous recommande vivement, qui sous-tend un film. Un film ça a été adapté au cinéma. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir des jeunes Ivoiriens comme ça qui prennent angle avec des sujets d'une brûlante actualité, brûlante, soit dit en passant, au sens propre comme au sens figuré. On était très heureux d'être en votre compagnie. Je vous offre ce livre, Alix. Il va le dédicacer. Aucun problème. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette semaine. Toute l'équipe éditoriale conduite par Anne-Zelika et Oura vous dit merci. Et puis, de tout cœur, toujours avec Soro Félicité, Christelle Akoussa, toute l'équipe. Merci d'être resté avec nous pour vous réveiller le matin pendant toute la semaine. Ciao, ciao. Bon week-end.